Bonjour à tous, comme tous les samedis, on se retrouve pour les experts dans notre studio, menu auto, assises, commerce et manif. Et pour respecter strictement les règles sanitaires, 2 invités politiques, 2 personnalités du Parlement bruxellois et 2 experts de très haut niveau pour analyser l'actu et mettre les politiques sur le grill. Stéphanie Meyer, rédactrice en chef adjointe de BX1, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et à ses côtés, Christophe Ginisti, notre expert en communication. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors la voiture n'a plus la cote à Bruxelles, ça on peut vraiment le dire, cette semaine déjà très taxée, très polluante et très dangereuse, mais aussi pour certains très pratique et très utilisée. La région va devenir ville 30 au 1er janvier de l'année prochaine, la taxe kilométrique, si elle aboutit, est prévue pour 2022. Et cette semaine, des habitants de Saint-Josse ont décidé de relever les parkings illégaux de leur quartier. Reportage Michel Gaillard et Marjorie Félinger. 2 habitantes de Saint-Josse en promenade dans leur quartier, une commune qu'elles connaissent et apprécient, mais il y a une chose qui leur pose un problème récurrent. C'est que les carrefours sont souvent bloqués par les voitures qui sont garées sur les passages pour piétons. Et je remarque que si j'emmène mes enfants à l'école, c'est dangereux de traverser là. Ils sont très petits, on ne les voit pas bien, surtout avec l'hiver qui vient. Avec d'autres, elles ont décidé de prendre en photo les voitures qui, en se garant mal, font courir un risque aux habitants. Bilan, une centaine de clichés en un mois à peine. C'est un appel aussi bien aux citoyens de ne plus s'égarer de manière sauvage dans la commune, mais aussi à la commune, on demande des réaménagements de l'espace public ciblés pour éviter que les gens puissent se stationner à des carrefours ou à des coins de rue. Ce qui irrite aussi le collectif 1210-0, l'impression que ces infractions sont trop rarement sanctionnées. Donc on voit là par exemple une tâche pour la brigade cycliste et la police qui pourrait sensibiliser les gens et leur dire qu'ils créent des situations dangereuses. À la commune, on dément toute impunité. Des plans piétons et trottoirs existent, mais ils demandent du temps. Si vous voulez réaménager des voiries, il y a une concertation à faire avec les habitants. Par exemple, quand on veut installer un dodane sur un endroit de la voirie, il n'y a personne qui veut le voir devant chez lui, parce que ça fait du bruit. Et donc, tout cela nécessite d'aller plus loin, de discuter avec tous les habitants. En tout cas, c'est le mode que l'on préfère, nous, à Saint-Josse. Le bourgmestre ne ferme pas la porte au collectif 1210-0. Il rappelle que pour sécuriser un carrefour comme celui-ci, il faut jusqu'à 50 plots de 80 kg chacun. Un chantier de transformation et d'entretien permanent. Alors la voiture, on en a beaucoup parlé cette semaine, et notamment de la zone 30, de la taxe kilométrique. Ça fait beaucoup de choses contre l'auto à Bruxelles, Stéphanie Meyer. Je crois qu'il faut distinguer un peu les choses. Après ce reportage-là, moi j'ai eu un coup de fil d'un habitant de Saint-Josse de 70 ans qui m'expliquait qu'il devait aller en province plusieurs fois par semaine, qu'il allait en voiture. Et donc le problème, c'était le manque de places de stationnement. Et donc c'est pour ça qu'on se garait n'importe comment. La taxe au kilomètre, la réduction du nombre de places de stationnement qui est dans le plan Good Move, qui est le plan de la région bruxelloise, la généralisation du stationnement payant, ce sont en fait toutes des mesures qui invitent finalement chacun à se poser la question, est-ce que j'ai besoin de faire ce déplacement en voiture ou même est-ce que j'ai besoin de posséder une voiture? La question elle est posée, alors chacun y répond évidemment selon sa réalité, mais quand on regarde le plan Good Move, il est écrit sur leur site, il ne sera plus nécessaire de posséder sa propre voiture. Donc on voit quand même qu'on est dans un changement de paradigme, on a un plan de mobilité régionale qui nous dit on va améliorer la mobilité, mais ça ne veut pas dire nécessairement améliorer la mobilité de la voiture telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Ça, c'est pour une chose. L'autre chose, c'est le 30 km/h. Pour moi, ce n'est pas vraiment la même chose. Là, on est plutôt dans l'apprentissage d'une autre façon de vivre la ville, le rapport à l'espace public. La rue n'est pas simplement un espace de déplacement. On l'a déjà appris un petit peu. Quand moi j'étais gamine, on roulait à du 60 km/h à Bruxelles. On est passé à 5,40. Maintenant, on a installé des places publiques qui sont entièrement minérales. On appelle ça des espaces, des zones de rencontre, où on ne délimite plus l'espace pour la voiture et pour les piétons, pour les cyclistes, etc., où on doit apprendre à vivre ensemble. Donc il y a un apprentissage à faire et c'est assez long et difficile. Par exemple, près de chez moi, à la place du Miroir, on a dû remettre des potelets. Comme ici à Saint-Josse, on le dit aussi, mettre des potelets pour délimiter l'espace. Donc il y a tout un travail de sensibilisation là qui doit encore être fait. Christophe Ginisti.
Oui, c'est absolument. Il y a beaucoup de choses qui sont très vraies dans ce que vient de dire Stéphanie, et notamment le fait qu'on est dans un changement de paradigme. Effectivement, il y a ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité qui est en train de monter. C'est quoi l'économie de la fonctionnalité? C'est le fait de pouvoir simplement avoir des choses au moment où on a besoin de s'en servir et pas forcément les posséder. C'est-à-dire que, en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une voiture, ou est-ce qu'on a besoin d'avoir simplement une voiture quand on va faire ses courses, quand on va charger des choses, quand on va en province, etc. Et ça, c'est un phénomène qui est un phénomène irréversible, qui est en train de grandir. Ce qui est triste, c'est qu'il y a des acteurs de cette économie de fonctionnalité qui se sont implantés à Bruxelles et qui n'ont pas réussi. Il y avait notamment un service de location de voitures qui s'appelait OneDrive. Et Drive Now. Drive Now, pardon. Qui est parti de Bruxelles, mais qui s'était implanté et qui fonctionnait plutôt assez bien. Et ça, ce sont des phénomènes que l'on va voir de plus en plus. Et effectivement, ce sont des questions qui sont liées à la sensibilisation, donc à la communication. Et là, c'est vrai que les gens sont très attachés à leur déplacement et à leur voiture. On va recevoir à présent nos deux invités politiques. Nos deux invités, ils furent bourgmestres et députés. Aujourd'hui, ils sont députés premier échevin pour l'une et députés tout coup pour l'autre. Françoise Keppmans, donc députée bruxelloise et maire, échevin et ancienne bourgmestre de Molenbeek. Et à ses côtés, Marjan Geesels, député bruxellois PS, ancien bourgmestre de Forêt. Bonjour à tous les deux. Alors, vous avez entendu, vous avez suivi l'actualité. Françoise Keppmans, est-ce qu'on va laisser tomber la voiture à Bruxelles? Est-ce que la voiture est morte à Bruxelles? Alors, d'abord, on pose un constat. C'est que Bruxelles est embouteillée, et elle est embouteillée depuis des décennies. Et moi, je ne veux pas opposer des modes de déplacement. Moi, je veux penser aux Bruxellois. Et dans les Bruxellois, eh bien, il n'y a pas de satisfaction parce que finalement, les cyclistes n'ont pas suffisamment de pistes, les usagers des transports publics font des déplacements dans des voitures qui sont souvent bondées, les automobilistes sont embouteillés, les piétons ne se sentent pas en sécurité, et donc, d'une façon générale, la mobilité ne fonctionne pas à Bruxelles. Il faut quitter notre ville, il faut quitter la région, alors. Non, mais il faut surtout ne pas opposer les modes de déplacement. Il faut trouver un consensus qui fasse que chacun trouve sa possibilité de se déplacer en fonction de ses besoins. Parce qu'à Bruxelles, vous pouvez avoir besoin, sur une semaine, de différents modes de déplacement. Vous pouvez avoir besoin de votre voiture pour faire des courses dans les supermarchés. Vous pouvez aller à pied pour déposer vos enfants à l'école. Vous devez peut-être réutiliser votre voiture pour les conduire à leurs activités, prendre les transports publics pour aller au travail. Et donc, moi, je ne veux pas opposer les modes de déplacement. Je veux au contraire qu'il y ait une harmonisation. Et je pense que la vision de la région bruxelloise, depuis des décennies, pour les différents gouvernements, est beaucoup trop dogmatique. Elle veut imposer, elle fait des déclarations, mais finalement, dans la pratique, eh bien, je trouve qu'il n'y a pas véritablement de pistes claires qui sont données aux Bruxellois. Alors, Marjan Geesels, cette vision idéale de tout harmoniser, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Je suis retombé tout à fait par hasard sur un édito que j'avais fait il y a plus de 25 ans à Forêt, quand je faisais ce qu'on appelle les oreilles de trottoir. Les oreilles de trottoir, c'est pour protéger la traversée piétonne. Aujourd'hui, c'est admis de manière générale. J'avais reçu les pires insultes de toute une série de forestois à cause de moi. Au carrefour que j'avais aménagé, on allait avoir des accidents frontaux. Et j'avais fait un article qui s'intitulait « À la recherche de l'équilibre impossible ». Et on est toujours à la recherche de l'équilibre impossible aujourd'hui. Donc, bannir la voiture de la ville, certainement pas, mais rééquilibrer les choses de manière différente, c'est un défi pour toutes les villes. C'est toutes les grandes villes. Et je constate, parce que vous disiez pourquoi ne pas quitter Bruxelles et aller vivre ailleurs. Aujourd'hui, en Brabant wallon, à 16h, à la sortie des écoles, il y a des embouteillages monstres. Vous ne traversez plus Waterloo comme vous le faisiez il y a 20 ans. Donc je pense que c'est vraiment un défi qu'on doit essayer de relever tous ensemble et inciter les gens à mieux utiliser la voiture. D'habitude, je viens en métro chez vous. Aujourd'hui, j'ai dû déposer ma maman qui avait un soin dentiste à faire, et j'ai pris ma voiture et j'ai fait 8 km. Et vous avez tous cette application sur votre tableau de bord, j'ai roulé normalement,
donc sans respecter le 30 à l'heure où on pouvait rouler à 50. Et j'ai mis, pour venir, j'ai fait une moyenne de 21 km à l'heure. C'est bien la preuve que même si on est, je dirais, libéré en ville des limitations de vitesse, on est bloqué par les ronds-points, les feux rouges, les doubles fils, les passages pour piétons. Donc ça veut dire qu'il faudra abandonner votre voiture? Non. Ça veut dire que là, j'en ai eu besoin parce qu'aujourd'hui, pour arriver à l'heure, pour déposer ma maman, j'ai dû prendre la voiture. Mais sinon, je viens naturellement plus facilement en métro chez vous. Ça veut dire qu'il faut des voitures partagées, comme le disait Christophe Ginesty. Ça, c'est une des formules, les voitures partagées. On n'investit plus dans un véhicule qui, finalement, dort de nombreuses heures devant chez soi et qu'on n'utilise pas. On le partage éventuellement avec des voisins, ça se fait de plus en plus, ou avec des amis, ou certains le louent et trouvent un moyen de revenus différent. C'est vrai que la personne qui était citée dans le reportage et qui devait aller 2 fois ou 3 fois par semaine, je ne sais pas moi, à Marche-en-Famenne par exemple, en habitant Saint-Josse, il va peut-être, pour des raisons professionnelles, devoir utiliser sa voiture. Donc il faut essayer de trouver le moyen. Il y a des fois où je prends le vélo, et ça c'est très agréable, mais je suis quelquefois mal à l'aise par rapport à la manière dont les gens ouvrent un peu violemment leurs portières. Voilà. Juste de manière brève, François Séban, est-ce que vous êtes d'accord qu'abandonner la voiture et la partager avec d'autres, c'est une solution ? Donc plus de propriété privée de la voiture? Mais il n'y a pas de solution. Non, mais est-ce que c'est une solution ou pas? Non, pour moi, c'est une des possibilités. Et c'est vrai qu'il faut varier les possibilités de déplacement. Mais on ne peut pas dire c'est nécessairement comme ça que vous devez vous déplacer en région bruxelloise. Il faut laisser la liberté aux usagers de choisir leur mode de déplacement. Chacun a une situation particulière et il faut en tenir compte. Alors, un autre élément concernant la voiture, c'est cette taxe au kilomètre, ce péage, où là, on a agi, Stéphanie Meillet, un peu sans concertation du côté de la région bruxelloise. En tout cas, c'est ce qui était tout de suite agité par les 2 autres régions. Et la question du manque de concertation, c'est finalement un grand classique dans les questions de mobilité. Allez, pour rappel, on devait, suite à la dernière réforme de l'État, en 2011, créer une communauté urbaine. Et cette communauté urbaine, elle allait s'occuper de Bruxelles et de son hinterland, donc essentiellement les 2 Brabants, une grande partie des 2 Brabants, pour discuter des questions de mobilité, de sécurité, de grands travaux. Et ça aurait permis de se coordonner et d'avoir une réflexion commune. Finalement, ça ne s'est pas mis au point, elle n'a jamais vu le jour. Donc là, on avait un outil qui aurait pu servir, il n'a pas existé. Alors c'est amusant de voir qu'en 2019, le ministre fédéral François Belot lui avait lancé une vision interfédérale de la mobilité à l'horizon 2030. Il en a parlé sur le plateau de Versus chez nous cette semaine. Et puis, on lui a reproché, finalement, à l'époque, d'avoir sorti ça sans avoir concerté les autres régions. Donc là, c'est un petit peu le renvoi. Mais donc, qui doit commencer dans cette histoire-là? C'est vraiment ça la question. C'est finalement toute question de timing. Chacun a son projet. La région ici avait son projet Good Move qui, finalement, était en préparation à l'époque. Et donc, comme chacun a ses compétences dans le secteur, chacun veut marquer son attache. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour se rencontrer? On sait qu'il y a quand même des lieux qui existent. Il y a les commissions interministérielles de ministre de la Mobilité. Ils se rencontrent, ils pourront en discuter. Il y a le fameux la commission de concertation. Comité de concertation qui se réunit régulièrement. Enfin, quand on voit qu'ils ne savent pas se mettre d'accord sur un couvre-feu, on se dit que sur la mobilité, ça ne va pas être évident. Mais donc, il y a vraiment un gros chemin à faire au niveau de cette concertation. Alors, Marc-Jean Guessel, est-ce que le gouvernement bruxellois a eu raison? On a vu que du côté du PS, on n'en parle pas beaucoup de ce qui s'est passé. A eu raison de mettre sur la table cette décision et de l'imposer aux autres régions? Mais là, d'abord, il ne l'impose pas aux autres régions à ce stade-ci, puisqu'on est un projet qui doit encore être discuté. Il doit être discuté avec les partenaires sociaux, avec les entreprises. On doit aussi entendre la réaction des Bruxellois. Et puis, on doit aller en concertation avec les autres régions. Ça, c'est le planning. Sven Gatz a dit qu'il se donnait 2 mois pour concerter. Écoutez, moi, j'ai relu encore dans la presse, on dit entrée en vigueur vraisemblablement pas avant 2022. Donc, ça laisse quand même un peu de temps. Il y a certainement... C'est peut-être une pièce à casser. Il faut aussi voir d'où on vient, parce que j'ai entendu certains faire des sorties tonitruantes chez nos amis wallons, de ministres et maires, justement, comme si on avait sorti ça d'un chapeau, alors que ça fait, je crois, 8 ans qu'on parle de cette taxe. Ben Wens, en région flamande, y était totalement favorable, ainsi que Bardouever, puis ils ont abandonné. Didier Renders lui-même, quand il était tête de liste aux dernières élections législative, dans son livre Sans tabou, était favorable à la taxe kilométrique. Oui. Donc, ce n'est pas une taxe en plus non plus, parce qu'on dit une nouvelle taxe. Non, c'est la taxe
actuel qui va être transformé. On supprime la taxe de mise en circulation, on supprime la taxe de circulation annuelle, sauf pour les véhicules de plus de 14 chevaux fiscaux. Donc, à ce stade, certains payeront plus et d'autres payeront moins. Certains payeront plus, ceux qui ont par exemple des gros véhicules SUV qui roulent beaucoup, qui sont très imposants en ville et qui sont peut-être inappropriés, je ne porte pas de jugement, qui sont peut-être inappropriés pour la ville, d'autres payeront moins. Il faut aussi tenir compte des paramètres. Le plombier qui doit circuler à Bruxelles pour des nécessités professionnelles évidentes, on doit aussi trouver des marges d'adaptation. Donc, je pense que l'opposition aussi est un peu de mauvaise foi et agite le landerneau et fait craindre aux gens une taxe supplémentaire. Ce n'est pas du tout l'objectif. Alors, vous agitez le landerneau, Françoise Ketmans. Je pense que ce sont les Bruxellois qui n'ont pas été concertés, qui sont les premières victimes de cette taxe kilométrique. Et on ne s'étonnera pas de voir quand même que des milliers de ménages quittent Bruxelles chaque année et que tout autant d'entreprises quittent également Bruxelles. Donc il faudrait peut-être se poser véritablement la question de l'attractivité bruxelloise. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord quand vous dites que cette taxe finalement n'aura pas d'effet parce qu'elle va être compensée par la suppression de la taxe de mise en circulation. Non. Absolument pas, parce que on fait des simulations, mais le résultat, ce sera que les Bruxellois paieront une taxe plus importante. Et je rappelle quand même que la taxe kilométrique, elle existe déjà sur les taxes qu'on paye par rapport à l'essence. Il y a les axes sur les essences qui sont une forme de taxe, 500 millions supplémentaires dans la poche des automobilistes. Et donc, je constate que ça ne dérange pas le PS et que finalement... Mais il ne faut pas m'interrompre, on peut allez-y, Françoise Ketmans. Et donc... je constate que, je l'ai dit, ça touchera d'abord les Bruxellois, ça touchera d'abord les entreprises bruxelloises, qu'il n'y a pas d'attractivité et que finalement, c'est un coût supplémentaire. Et comme moi je dis, il faut assurer le choix, la liberté des modes de déplacement bruxellois. Or, aujourd'hui, on veut les cornaquer, on va leur dire... dans une vision dogmatique, c'est comme ça aujourd'hui à Bruxelles que vous devez vous déplacer. Alors qu'on n'offre pas les alternatives, je le répète, en transport public. 14 km en plus de voirie. On ne vous mettra pas d'accord, j'ai bien compris. Mais c'est quand même important de le rappeler. Oui, mais on a des déjà beaucoup dit. Mais je vois qu'on ne met rien en œuvre pour développer les transports publics sur la région bruxelloise. Répondez à la question, parce que c'est vrai que c'est lancinant cette semaine. Didier Reynders, dans son livre sous Bruxelles, avait proposé une taxe. Je pense qu'il avait également proposé qu'on développe les transports publics de manière plus efficace, et ce n'est absolument pas le cas dans Alors, je laisse le mot de conclusion à Christophe Gindisti. Oui, je pense que c'est... Enfin, je voulais réagir sur vos histoires de taxes. Effectivement, je pense que si vous voulez faire de la sensibilisation, la taxe, c'est quand même la pire chose pour faire de la sensibilisation. C'est quand même des choses qui... Ça fait peur. Comment ? Ça fait peur. Ça fait peur, c'est totalement contre-productif. Quand on veut changer les esprits, quand on veut changer les états d'esprit, quand on veut changer les comportements, on ne les taxe pas, on ne taxe pas quelque chose, on apprend, on éduque. Et puis il y a une chose, vous avez parlé des entreprises, madame, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas évoqué ici, c'est le fait qu'un nombre conséquent d'employés belges ont des voitures de fonction parce que il y a un nombre de voitures de fonction ici en Belgique et ici singulièrement à Bruxelles qui est absolument colossal. Et en fait, si vous ne réglez pas ce point qui est un point de fiscalité, là pour le coup, des entreprises qui donnent à leurs collaborateurs de façon massive des voitures de fonction qui génèrent des fils où vous voyez il y a une seule personne dans les voitures tous les matins, etc., vous ne réglerez pas le problème de la mobilité. C'est impossible. Pourtant, moi, j'ai ici Coucou Charles, qui est notre clin d'œil de la semaine, qui est notre graphiste, qui chaque fois croque l'actualité. Il a trouvé une solution. Il s'est intéressé à la zone 30 et voilà son image. Il propose Bruxelles pendant la période de confinement et juste en dessous, Bruxelles après le confinement. Donc voilà à quoi va peut-être ressembler Bruxelles, un Bruxelles complètement
vide. Alors, on va passer à notre sujet suivant. Au début de semaine, les procureurs demandaient la suppression des assises et demandaient de laisser les arrêts des assises aux professionnels. La Chambre a refusé cette demande qui était relayée par la NVA. Mais elle l'a refusé complètement. Et les victimes présentes lors de la Chambre du Conseil du futur procès des attentats ont aussi vu leur vœu exaucé qu'il y ait des assises pour le procès des attentats. Donc il y aura un procès, un grand procès qui va durer longtemps, un jury populaire des accusés. Camille Tanquin et Manon Hugui étaient au Justicia pour les audiences de la Chambre du Conseil. 3 jours d'audience particulièrement éprouvantes pour plusieurs victimes des attentats, mais 3 jours nécessaires et importants. Ça nous soulageait un peu et c'était vraiment très clair ce que nous attendons. Ça fait 4 ans et demi que nous attendons des réponses. Vraiment, ça fait très très mal parce que quand même on doit réfléchir à penser qu'est-ce qui est passé le 22 mars 2016. Donc pour moi, c'est difficile, quoi. C'était très important pour moi de venir pour entendre la vérité et pour aussi entendre les plaidoiries des avocats. C'est quel argument qu'ils vont défendre les terroristes. Pour la première fois, les avocats de la défense et certains inculpés ont pu s'exprimer sur le dossier. Des propos parfois difficiles à entendre pour les parties civiles. Je crois que ça a été le cas également pour ces 2 jours et demi. Je crains aussi que ce soit le cas devant la cour d'assises et malheureusement pour elles, leur calvaire se prolongera pendant 9 mois, dit-on, ce qui est évidemment très inquiétant. Cette première étape s'est achevée beaucoup plus rapidement que prévu. À la base, 2 semaines de débat étaient programmées. Le problème est assez classique, c'est un effet d'annonce. Beaucoup d'avocats ont annoncé beaucoup de choses à dire. Ils les ont surtout annoncées à la presse. Et puis lorsqu'on s'est trouvé dans la salle d'audience, on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas tant de choses à dire que ça, surtout du côté de la défense. Donc simplement du vent, du bruit pour finalement pas grand-chose. Tout ça pour qu'on puisse enfin avancer. Et c'est ça que les victimes attendaient, c'est qu'on avance véritablement vers ce procès d'assises. Maintenant, c'est confirmé. Au total, 720 personnes se sont constituées partie civile. Mais qui sera sur le banc des accusés? L'ordonnance de la Chambre du Conseil est attendue pour le 5 janvier. Ce sera ensuite à la Chambre des mises en accusation de confirmer ou pas la décision. Alors au-delà de ce procès bien particulier, Marc-Jean Geisels, est-ce que les assises ont encore du sens? Les procureurs généraux n'en veulent plus. Pourquoi les députés veulent absolument garder les assises? Avant les assises, une pensée particulière quand même pour ces victimes et ces familles de victimes, parce que cette étape judiciaire réouvre inévitablement ou remet un peu de douleur sur les plaies. Et donc ça, je voulais le dire. Donc, au niveau de la cour d'assises, je trouve que le procureur fédéral fait une sortie à un mauvais moment, à mon avis. Je comprends tout à fait les difficultés qu'il a et qui seront celles que la justice aura d'organiser un tel procès d'assises, parce qu'on est certainement parti pour plusieurs mois de procédure. Donc c'est toute la difficulté de composer le jury. Mais je pense aussi que dans le débat aujourd'hui, où il y a quand même de plus en plus une crainte qu'a le citoyen vis-à-vis de toute autorité, que ce soit l'autorité politique, l'autorité judiciaire, même quelquefois un pouvoir aussi, le pouvoir des journalistes qui est remis en cause, couper et sortir le citoyen de son pouvoir populaire dans le jury d'assises est une mauvaise chose. Outre le fait, comme l'expliquait Benoît Friedman, qui est professeur de philosophie du droit à l'ULB, le risque de se mettre en défaut, parce que aujourd'hui, changer les règles du jeu nous mettrait peut-être à mal vis-à-vis de la Cour constitutionnelle ou de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, très sincèrement, garder la Cour d'assises, la réformer éventuellement, la simplifier, cadrer, mais ne pas exclure et faire confiance aux hommes et aux femmes qui composent les jurys d'assises. Et l'oralité des débats est vraiment importante aussi. Tous les pénalistes le diront. François Seppan, c'est un dossier sur lequel vous serez d'accord tous les deux. Je pense que sur la cour d'assises, nous pouvons nous rencontrer. En effet, il est inopportun de remettre en cause la cour d'assises dans le cadre de ce procès sur les attentats de Bruxelles, qui ont été une période particulièrement difficile, cruelle pour les Belges. Et pour moi, la cour d'assises est importante parce que généralement, ces décisions ne sont pas remises en question. Elles ne sont pas remises en question parce qu'on considère que la décision du jury a été remise avec non pas
des arguments spécifiquement juridiques, mais au contraire que c'est le bon sens, l'intime conviction qui se sont exprimés par rapport à des crimes qui sont particulièrement difficiles. Et donc ça, je trouve que c'est extrêmement positif. Il faut savoir que ce sont 120 procès en cour d'assises en moyenne par an. Et donc, ce n'est pas ça qui bloque le bon cours de la justice. Le retard judiciaire qu'on connaît et qui est souvent critiqué, ce n'est certainement pas les cours d'assises qui monopolisent l'attention des magistrats, mais on peut penser à moderniser la cour d'assises. Ça, c'est une possibilité à laquelle nécessairement on peut réfléchir. Mais je pense que la cour d'assises doit être maintenue. Stéphanie Meyer. Oui, ici, quand on a rencontré les victimes, il y a plusieurs associations de victimes des attentats. Il y en a une qui était effrayée par la longueur du procès. On parle de 6 à 9 mois. Et c'est vrai que revivre finalement les événements, parce qu'ils expliquaient qu'ils ont revécu, vraiment ressenti ici les choses très très fort. Pendant une telle longueur, ça allait être compliqué. Une autre association était inquiète de se dire, si on change et qu'on adapte les assises maintenant, il a peur d'être le Kobe de finalement un nouveau type de juridiction. Or, les attentats, c'était quand même il y a 5 ans. Donc, on peut se demander politiquement, on savait qu'on aurait ce procès, comment ça se fait qu'on n'a pas avancé plus rapidement sur cette question-là. Forcément, là, on a 1 an du procès, c'est tard. Est-ce qu'on a eu raison, Christophe Ginesty, de renvoyer les procureurs généraux à leurs études ? Je suis assez d'accord sur le fait que c'était le pire moment pour ouvrir ce débat. Absolument. Et c'est quelque chose qui me sidère souvent. Lorsque j'analyse la communication des dirigeants, c'est que certains lancent ou mettent sur le tapis de bonnes idées ou des idées qui méritent en tout cas d'être débattues, mais ils le font au pire moment. C'est-à-dire qu'ils n'analysent pas la temporalité, ils n'analysent pas la puissance émotionnelle liée au contexte. Ils n'analysent pas ce genre de choses. Et je pense que c'est un débat que la justice devra avoir, ça c'est sûr. L'efficacité de la justice, la rapidité de la justice, etc. Tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes qui forgent une société. Mais il y a un moment pour ouvrir l'agenda, il y a un moment pour fixer l'agenda. Et ça, je crois que c'était le pire moment. On passe à notre tête d'affiche. Je vous propose une galerie de portraits de personnalités à tous les deux qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celui ou celle qui vous inspire. On commence par vous, Françoise Kepmans. Je vous propose Moncef Slaoui, le monsieur vaccin de Donald Trump qui a fait ses études à l'ULB. Ou Vincent Evrard, le nouvel entraîneur du REDM. Ou alors Nicolas Sarkozy, l'ancien président qui risque de la prison ferme, ou alors Jaak Jordans, le peintre flamand dont on a retrouvé une œuvre majeure dans le cabinet d'un échevin Saint-Gillois. Alors qui choisissez-vous? Moncef, Vincent, Nicolas, Jaak? Alors je dirais que mon cœur se dirigerait vers Vincent, évidemment, parce qu'il y a une proximité. Je sens un mais. Il y a une proximité, mais c'est Moncef que je choisirais, parce que je pense que c'est extrêmement important qu'on avance sur le vaccin. Et moi, je vois avec beaucoup de satisfaction qu'on va commencer à vacciner ici en Belgique au début de l'année prochaine. Et je serai d'ailleurs tout à fait disposée à être une des premières vaccinées parce que c'est Vous voulez montrer l'exemple. Voilà, le vaccin sera une sortie, sera une solution pour justement faire en sorte que cette crise soit derrière nous. Vous aussi, vous ferez vacciner, Marc-Jean Gressels? Je suis disponible et je suivrai mon tour. Alors, nous vous proposons pour vous 4 autres personnes. Cédric Blancpain, le chercheur de l'ULB, désigné prix Francky cette année. Ou Margaret Keenan, la première vaccinée Covid britannique. Ou encore Sebastian Coltescu, le 4e arbitre roumain suspecté de racisme en Ligue des Champions. Ou enfin Amin Serok, un étudiant de l'IEX, désigné Red Reporter, c'est-à-dire reporter des Diables Rouges en français. Alors, qui choisissez-vous? Cédric, Margaret, Sébastien ou Amin? Le professeur Blancpain, par rapport à ses études, je pense en matière de cancer et de lutte contre le cancer. Tout à fait. Et donc, je trouve ça formidable, les avancées qu'il a pu trouver dans ce domaine, qui sont vraiment essentielles, parce qu'on parle au quotidien du Covid, mais il y a malheureusement encore de nombreuses maladies qui doivent être combattues, et je crois que on va dans le bon sens. 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou laquelle vous a énervé. Alors, il n'y aura pas de revue des galeries en 2020.
Il y a le breakdance qui était retenu aux prochains Jeux Olympiques, les soupçons d'espionnage à la Grande Mosquée qui n'a pas obtenu sa reconnaissance, les docs de choc sur Netflix avec DSK et Bernard Westphal, ou encore le retour de la quarantaine pour les voyages de plus de 48 heures. On commence par vous, Marc-Jean Geissel, c'est ce qui est un thème... Mais moi, je vais retenir le breakdance parce que pour moi, c'est vraiment... C'est un sport ou c'est une danse? Non, mais pour moi, c'est quelque chose que j'ai raté, quoi. Je me voyais aux Jeux Olympiques pour cette discipline, et là, malheureusement, c'est trop tard. Donc, oui, je vais terminer sur un regret. Oui. Et vous, Françoise Kepmans? Et c'est vrai qu'on peut être très fier que ce soit un Belge qui se soit distingué dans... Une Belge qui se soit distinguée dans le breakdance. Hein. C'est vrai, elle est arrivée numéro 2 dans une compétition internationale. Mais vous choisissez un autre thème, voilà. Françoise Kepmans? Et alors, il y avait également le thème... Le premier thème, la revue des galeries, qui n'aura pas lieu cette année. Oui, enfin c'est la revue des galeries, mais je dirais que c'est d'une façon générale toute la culture qui est mise à l'arrêt. Et je pense que les artistes, le monde culturel est une des premières victimes de la crise du coronavirus. Véritablement, pour eux, c'est extrêmement compliqué et je trouve qu'ils font preuve d'énormément de courage, d'imagination et d'abnégation pour justement continuer à faire vivre la culture. Justement, parlons-en de ces victimes du Covid, parce que vous avez parlé des spectacles, là on va parler des indépendants et des commerçants qui sont aussi des victimes. Mesures strictes, clients moins nombreux, semaines de manque à gagner pour les commerces, et les coiffeurs qui espèrent encore et toujours une ouverture pour leur réouverture. Ils manifestaient ce week-end, Marine Guillet et Morgane Van Obroek étaient avec eux, et elles. Les ciseaux sont de sortie pour une action symbolique devant les salons de coiffure. Coiffeuses et coiffeurs coupent les cheveux d'un membre de leur bulle et appellent le gouvernement à revoir sa position sur la fermeture des salons. C'est un sentiment d'injustice parce que les investissements ont été réalisés. Après le premier confinement, on a travaillé en toute sécurité. Vraiment un protocole qu'on n'a pas laissé tomber au fur et à mesure. On a vraiment respecté, même on a dû faire la police au sein du salon pour que tout soit respecté. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les shoppings, il va y avoir énormément de monde qui risque d'être entassé dans une file. Et là, on ne comprend pas. Depuis le 2 novembre, les salons de coiffure sont portes closes. Pourtant, tous ont investi des milliers d'euros pour respecter les mesures sanitaires. Une cape à usage unique. La tablette est désinfectée devant eux, le fauteuil est désinfecté devant eux, les brosses, le matériel est désinfecté devant eux. Les clients se sont au roi et en toute confiance ici. Pourquoi dès lors rester fermés alors que les pays limitrophes ont autorisé la réouverture des salons de coiffure? Une invraisemblance pour tout un secteur. Pas de prime régionale à Bruxelles et les échéances de fin d'année poussent certains à travailler au noir, à domicile. On est quand même mieux dans un centre de coiffure où on est sûr que tout va bien, que tout est bien propre, désinfecté, que surtout avec Pierre-Paul Jacques qu'on ne connaît pas chez soi à la maison. Sans compter le rôle social du coiffeur dans les quartiers, notamment pour les personnes isolées. On a des clientes qui arrivent tous les vendredis à la même heure. Elles sont encore bien coiffées de la semaine passée. Elles viennent pour parler, prendre un café. Il n'y a pas que l'aspect financier, il y a l'aspect humain. Les gens ont besoin de se sentir valorisés, ils ont besoin d'être encore plus beaux qu'ils sont. Le secteur de la coiffure sera reçu par le Premier ministre mardi prochain. Alors, ils ont été reçus, effectivement, et on leur a promis qu'on allait examiner leur cas. Alors, Christophe Ginisti, qu'en dire de ces coiffeurs, de ces commerçants, de ces indépendants qui souffrent? D'abord, Jean-Jacques, vous dire que je suis extrêmement ému que vous m'ayez choisi pour commenter un sujet sur la coiffure. Au-delà de ça, on est sur une période qui est extrêmement difficile, une période de confinement, de réduction. Quelles que soient les décisions d'un gouvernement, quel que soit ce gouvernement, il y a forcément des gens qui vont subir des conséquences plus importantes, plus graves que les autres. Et donc effectivement, on est là sur un problème qui est effectivement totalement légitime. Ces pauvres gens ont un commerce, voudraient travailler, ne peuvent pas travailler, ils sont victimes de ces décisions. Mais il n'y a pas d'autre solution. On a l'impression que, évidemment, il faut prendre des mesures sanitaires pour protéger la population. Il faut essayer de prendre des mesures qui, en fait,
élimine le plus de risques possible, mais forcément, il va y avoir des victimes. Il y a les restaurateurs, il y a le monde de la culture dont on parlait tout à l'heure. Il y a Jean Dujardin, qui est un acteur connu, postait hier sur son compte Instagram une photo d'un avion avec des gens qui étaient... un avion plein, une cabine d'avion avec plein de gens, et à côté, la photo d'un théâtre avec des sièges vides. C'est très populiste, parce qu'on sait que dans un avion, enfin on sait, peut-être lui il ne le sait pas, mais dans un avion, l'air est recyclé et purifié régulièrement, ce qui n'est pas le cas des salles de théâtre. Donc effectivement, c'est dramatique, mais à un moment donné, il faut avoir la possibilité de s'extraire et de prendre de la hauteur par rapport à ça. On n'est pas là pour... Personne n'est là pour tuer les coiffeurs, mais peut-être ces mesures-là sont destinées à rendre cette société peut-être plus sûre et plus saine pour pouvoir en sortir plus rapidement. Stéphanie Meillet. Je pense que ce qui est difficile aussi pour l'instant, c'est le manque de perspective, où les gens ne savent pas s'inscrire dans le futur en disant voilà, là pour l'instant on serre les dents, mais ça ira mieux à tel moment. Et avec les discussions qu'il y a, les bruits qu'on entend à gauche et à droite, on se dit la décision est là, mais peut-être qu'elle pourrait quand même être modifiée. Il va quand même y avoir encore une réunion le 18 décembre, peut-être que là il y aura des choses. Et donc c'est très très difficile de se projeter pour les commerçants, mais aussi pour monsieur et madame tout le monde par rapport aux fêtes de Noël finalement, par rapport à cette histoire de couvre-feu où on ne sait pas très bien encore ce qui va se passer à Bruxelles en tout cas. Donc c'est l'absence de perspective par rapport à cette deuxième partie ici de la crise sanitaire, je trouve que c'est la chose la plus difficile. Dans la première, on avait peur, entre guillemets, du virus. Ici, c'est plus le fait qu'on ne sache pas très bien pour combien de temps, et si ça va revenir et combien de fois. Ça, c'est très vrai. C'est d'autant plus vrai qu'on retiendra de cette année que l'un des mots les plus souvent prononcés dans les éditoriaux, c'est « sans précédent ». C'est-à-dire que les gens ont découvert quelque chose qu'ils n'avaient absolument pas prévu. Le mot qui a quand même été recherché le plus sur Google cette année, c'est Covid. François Skepmans, alors, de votre côté, quand vous voyez ça en tant que femme responsable politique, qu'est-ce que vous dites à ces commerçants, ces indépendants, ces coiffeurs? Vous leur dites, prenez votre mal en patience? Je pense qu'il faut surtout bien expliquer les décisions qui sont prises par le comité de concertation pour que il y ait une adhésion de la part de la population, parce que c'est vrai qu'elle vit une période extrêmement compliquée, quelle que soit la situation, plus encore évidemment pour les indépendants sur le plan économique. Mais vous sentez l'adhésion aujourd'hui ? Justement, je pense qu'il faut véritablement faire un effort de pédagogie et que le discours soit le même, tenu par tous les acteurs politiques et par les experts, pour que justement le citoyen sache bien à quoi il doit s'en tenir et qu'il puisse véritablement Donc, il faut que adhérer. Certaines personnalités, par exemple, je pense à un président de parti, le vôtre, ne disent pas sur Twitter qu'il faut absolument assouplir les mesures. C'est ça que vous voulez dire? Moi, ce que j'entends surtout, c'est le comité de concertation. Je pense que c'est lui qui a la main sur ces dossiers et c'est lui qui doit essentiellement s'exprimer. Et donc, il faut, et le gouvernement fédéral a pris des mesures, notamment le ministre Clarinval, pour les indépendants. C'est extrêmement important qu'il y ait ce droit passerelle, qu'il y ait cette aide financière pour les indépendants, pour les professions libérales. Il faut aussi des mesures pour le personnel sanitaire, pour le personnel de proximité. Je pense que le gouvernement bruxellois aussi doit véritablement travailler avec ces services de proximité. Il doit les soutenir, il doit mieux soutenir les CPAS et montrer que véritablement il y a une unanimité, un effort commun qui est développé. Ça me semble tout à fait essentiel. Et j'aurais aussi insisté, il y a l'aspect économique et puis il y a l'aspect, on en a parlé, de la santé physique et de la santé mentale. Et on constate maintenant qu'il y a une dégradation au niveau de la santé mentale. Et là aussi, il faudra absolument soutenir les citoyens, quel que soit leur âge. Alors, Marchand Geisels, par rapport à tout ce qu'on a déjà dit, qu'est-ce que vous voyez comme sortie pour tous ces métiers-là, pour tous ces sacrifiés? Mais j'ai aussi envie de rejoindre ce que François Skepmans a dit. Dommage que des présidents de parti soient, par des messages irresponsables, un peu à l'origine de faux espoirs. On ne l'a pas dit comme ça. Non, mais bien essayé. Mais bon, l'heure n'est pas à la polémique. L'heure n'est pas à la polémique. Mais je constate quand même que c'est assez maladroit pour faire de la communication, de sortir là-dessus. Donc, moi, je pense qu'on est... Mais est-ce que... Attendez, peut-être, je vais prendre la place, pas de François Skepmans, mais
est-ce qu'il ne dit pas quelque chose que tout le monde désire? Bien Quand sûr, il dit mais on voudrait assouplir... Non, mais est-ce que le rôle du politique, c'est de dire ce que tout le monde a envie d'entendre, ou bien c'est d'essayer d'agir avec sobriété pour atteindre un but? Et ici, le but à atteindre, à mon avis, c'est de mettre fin à cette saloperie de virus. Et donc, je ne sais pas, je ne suis pas capable. J'ai beaucoup d'amis dans l'ORECA, j'ai des amis coiffeurs, j'ai des amis agences de voyage qui sont dans des situations catastrophiques parce qu'eux, en plus, doivent continuer à travailler pour gérer des remboursements ou des non-départs. Donc, c'est aussi extrêmement dur. Les chauffeurs de taxi, on a parlé du non-marchand, on a parlé de la culture. Donc, c'est vraiment... Mais je suis incapable de vous dire si c'est dangereux ou pas d'aller chez le coiffeur. Je suis incapable de vous dire est-ce que l'ORECA est un élément qui favorise la propagation du virus ou bien au contraire, et j'entends la théorie de l'ORECA en disant mais chez nous c'est contrôlé, on se met à table, à distance, la table, tandis que sinon les gens se réunissent clandestinement chez eux et là on risque plus. Ça je suis incapable de le dire. Mais à partir du moment où des mesures sont prises, je crois qu'on doit essayer d'avoir au moins une unité de commandement dans le message et ça ce n'est pas le cas et je pense qu'en communication c'est vraiment essentiel et qu'on aille au moins jusqu'au bout. Et ce qui se passe en France aujourd'hui, les mesures qui sont annoncées en France, j'avoue que je ne les comprends pas du tout non plus. Il y a des pays qui assouplissent, il y en a d'autres qui durcissent. Mais je voudrais savoir, tiens, par exemple, les décisions pour les cultes, où on autorise 15 personnes maintenant dans les églises, dans les temples, dans les mosquées et ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui risque d'être mal pris notamment, je ne sais pas moi, dans les salles de théâtre ou ailleurs, en disant mais pourquoi eux ont le droit de se réunir et pas les autres, Marc-Jean Kessels? Ça, je crois que c'est le Conseil d'État qui a considéré que la liberté de religion et la liberté religieuse est une liberté fondamentale. Ça nous dépasse un peu. Ça veut dire que la liberté de culture est moins fondamentale. Moi, je fréquente très peu les lieux de culte, donc je fréquente plus les restaurants entre nous. Donc vous faites confiance au Conseil d'État. Mais voilà, vous faites confiance au gouvernement, vous faites confiance au niveau juridiction administrative, je pense que généralement les avis du Conseil d'État sont judicieux. Là-dessus, Françoise Quépens? Oui, mais je suis d'accord. Vous êtes d'accord sur tout, presque? Non, certainement pas sur la question de la mobilité. On l'a bien compris, parce que moi j'aurais voulu d'ailleurs parler au niveau de la mobilité. On est plus dans la mobilité. Oui, mais du parking, parce que voilà, la zone 30 et le parking sauvage, parce que là j'avais beaucoup de choses à dire également. Moi aussi. Mais j'ai bien compris que aujourd'hui, maintenant. Non, je voudrais juste avoir un avis sur les 15 personnes acceptées pour le culte. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, mais 15 personnes, quand généralement les lieux de culte sont relativement large, et donc moi ça me semble tout à fait raisonnable qu'on puisse accepter l'ouverture des lieux de culte et je pense que les fidèles seront suffisamment aussi conscients de respecter les distanciations sociales. Je pense que même dans certains lieux de culte, comme la basilique de Kuckelberg, on peut bien imaginer qu'il y ait plus que 15 personnes. Mais il y a des théâtres qui sont assez grands aussi, peuvent aussi recevoir du monde. Alors, on connaît les actions d'extinction rébellion, notamment en bloquant ces dernières semaines les entrées du bois de la Cambre, mais il y a plus violent parmi les manifestants et les activistes d'aujourd'hui. Mask Off est un projet média d'étudiants de l'IEX qui donne la parole à des militants et qui explique leur méthode. Voici un extrait assez inédit d'un jeune homme qui est plutôt transparent sur ces techniques, quoi qu'il soit masqué. Moi, les luttes climatiques, où ça fait depuis les années 70 que tout le monde dénonce tout et qu'on continue à s'asseoir à Kumbaya sur tête, non. À un moment, non. Par contre, manif de la santé à la rentrée, les infirmières, les infirmiers, les docteurs, tout le monde à la lutte de flics, et ça se toise et il se passe rien. Bon bah c'est horrible à dire, mais à ce moment-là, et il y en avait quelques-uns qui étaient prêts, que ceux qui soient prêts à rentrer au contact et quelques coups de matraque qui passent, bah c'est con à dire, mais à ce moment-là, ce pacifisme-là, il dénonce un truc, il fait sortir un truc, il fait sortir une image, on en aura entendu parler. C'est horrible à dire, hein. Mais stratégiquement, à un moment, s'il y a des gens qui sont prêts, il n'y a pas mort d'homme, ça peut, de nouveau, ça peut être bien, c'est un outil. Bon, donc, diversité des tactiques, oui, des fois, le pacifisme, face à la violence, il peut des fois être bien. Et des fois, non. Des fois, tu ne peux pas que rester assis. Des fois, tu ne peux pas que rester assis. Marc-Jean Kessels, quand vous étiez bourgmestre, vous devez vous occuper du maintien de l'ordre. Alors, on voit qu'il y a des manifestants qui sont prêts à en découdre.
Oui. Comment est-ce qu'on agit dans ce cas-là? On ne parle plus de maintien de l'ordre, aujourd'hui on parle d'espace public négocié. Donc, parce que justement, on essaye d'aller à la rencontre des manifestants et on essaie de cadrer l'organisation de la manifestation. Pas pour bâillonner les gens et pour qu'ils ne puissent pas s'exprimer, mais pour des raisons de sécurité. Là, je pense que c'est presque, pour moi, quand j'entendais ça, visage masqué, avec un message... En fait, c'est le hooliganisme qui ne peut plus se rencontrer dans les stades de foot. Donc il faut essayer d'éradiquer ce genre de comportement. Pour moi, c'est des comportements violents, c'est les Black Blocs qui infiltrent les manifestations et qui n'ont qu'une envie, c'est incendier des voitures, casser des vitrines et essayer de ratonner un policier ou l'autre. Donc ça, c'est totalement inacceptable. Par contre, une manifestation qui est organisée, cadrée et négociée avec l'autorité publique de manière à garantir la sécurité de toutes les personnes qui y assistent, je n'ai évidemment aucun problème. François Schepmans, face à ces nouveaux types de manifestations, alors il y en a des très non violentes aussi, mais il y en a qui sont parfois un peu plus violentes. Quelle est votre attitude à vous? Quand vous étiez bourgmestre, est-ce que vous avez été confronté à cela? On a eu des craintes, c'est évident, notamment des rassemblements sur la place communale, et c'est vrai qu'il fallait prendre des mesures immédiates, comme par exemple fermer le métro et empêcher les gens d'arriver. C'est vrai qu'il faut être très réactif, et quand j'entends cette personne, je comprends bien qu'elle n'est pas masquée pour des raisons sanitaires, mais... pour sa propre sécurité, oui. Pour cacher son identité, et je trouve ça fort dommageable, parce que justement, il faut manifester à visage découvert et il faut pouvoir s'affirmer, mais il faut toujours le faire de manière, je dirais, engagée, mais pacifique. Et donc moi, je ne peux pas admettre que l'on puisse évoquer éventuellement des violences pour se faire entendre. Stéphanie Meyer, vous vouliez réagir sur ce nouveau type de manifestants et de manifestations? Plus globalement, dans les rédactions, on fait des échos finalement aux manifestations. Il y en a à peu près 1 millier par an, rien que sur le territoire de Bruxelles. On se dit, comment est-ce qu'on sélectionne les manifestations auxquelles on fait écho? C'est celles où il y a beaucoup de monde. Alors, où il se passe quelque chose. En période Covid, par exemple, les grosses manifestations, elles sont interdites. Et donc, on a eu, par exemple, cette semaine, des gens qui faisaient la grève de la faim, et du Tai Chi. Ils étaient 15 devant le Parlement européen en disant, par la grève de la faim, qui est une sorte de violence vers soi, on peut attirer l'attention. On a eu une grosse montgolfière aussi dans le parc près des institutions européennes pour attirer l'attention. Et donc on est dans une évolution de comment attirer l'attention pour pouvoir avoir un écho. Oui, et pour se retrouver dans les réseaux sociaux. Mais là, c'est pas que ça. Ici, il y a aussi des militants qui veulent en découdre, Christophe Ginisti. Oui, mais Jean-Jacques, quand vous dites que ce sont des phénomènes nouveaux, ce ne sont pas des phénomènes tout à fait nouveaux. Les Black Blocs, le phénomène des Black Blocs date du début des années 90. Et se sont développés tout au long de ces années-là, tout au long de cette décennie, et notamment, on se souvient, pour ceux qui étaient déjà observateurs à ce moment-là, des sommets internationaux de Seattle ou de Gênes, en Italie, où il y a eu des déferlements de violence qui ont eu pour comme Stéphanie le disait, pour conséquence d'attirer l'attention des médias du monde entier sur les violences en question, plutôt que sur le sommet lui-même. Et donc, en fait, ce qui est là derrière ces activistes et ces activistes violents, c'est la volonté d'attirer la lumière sur leurs revendications. Ils ont l'impression, le sentiment, et c'est un sentiment qui est partagé dans la société, que, finalement, on n'arrive pas à faire entendre raison aux politiques, on n'arrive pas à faire changer les choses. Singulièrement sur le climat, notamment, qui est un sujet que l'on aborde depuis des années. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui disent la seule façon d'attirer la lumière sur nos actions, c'est d'y aller dans la violence et de taper. Et voilà, je pense que c'est un problème de société, c'est un problème d'éducation, c'est un problème aussi politique, et c'est un problème démocratique qui est dans la capacité de nos élus et de nos gouvernants à comprendre les phénomènes qui se déroulent dans la société et à entendre ce que les gens disent. Avant de passer à nos coups de cœur, j'ai 2 petites questions, à la fois une pour François Schepmans et une pour Marc-Jean Geisels. On va commencer par vous, François Schepmans. À Molenbeek, il y a eu cette affaire de cet enseignant qui a donné un cours à des élèves de dernière année de primaire, un cours où il a montré une caricature apparemment offensante, pour certains, en tout cas des parents d'élèves. Il était déjà sanctionné, suspendu.
Que va-t-il lui arriver? Je crois que vous allez en parler le 17 décembre en collège. Qu'est-ce que vous allez demander pour cet enseignant? Mais ça relaxe ou ça sanctionne? La procédure est pendante, donc moi je ne vais pas... J'attends que cet instituteur soit auditionné pour pouvoir donner une appréciation, mais je pense que ce ne sont absolument pas les caricatures qui sont remises en question dans le cadre de cette procédure, mais... Et c'est pour ça que moi j'étais partagée sur la question d'une procédure disciplinaire. Je crois que c'est plutôt une question d'ordre pédagogique et que quand on aborde des sujets sensibles, eh bien, il faut véritablement qu'il y ait un accompagnement, un encadrement de ces instituteurs pour que ces cours puissent être donnés en s'adressant de la manière la plus utile à des élèves. Voilà. Cet instituteur va quand même devant le Conseil d'État. Hein, pour moi, c'est une question... pour cet instituteur, pour moi, c'était pas une question de disciplinaire. Pour moi, c'est une question pédagogique. Et je suis convaincue que si cet enseignant reçoit un accompagnement, eh bien, tout rentrera dans l'ordre et qu'il pourra continuer ses activités. Marchand Kessels à Forêt, le bourgmestre a quitté ses fonctions pendant quelque temps. Est-ce que vous savez s'il va revenir? Comment ça va se passer? On m'a dit qu'il allait revenir. Enfin, j'ai entendu qu'il était, pour des raisons personnelles, oui. Qu'il avait pris congé de ses fonctions, mais pour un délai limité, mais je n'ai pas... Un délai limité, mais inconnu pour l'instant. Voilà, en tout cas en ce qui me concerne. Oui. On va passer au coup de cœur. Stéphanie, vous vouliez nous parler d'arbres. Oui, un coup de cœur un peu inhabituel, simplement sur... mon compte Facebook est un compte très professionnel, donc c'est de l'info urbaine, bruxelloise, beaucoup de Covid, donc c'est vrai que parfois c'est un peu lourd. Alors je me suis abonnée à un groupe qui s'appelle Arbres Remarquables, où on poste juste des photos d'arbres qui sont assez exceptionnels, arbres qui viennent du monde entier, et là, en fait, on découvre des choses dont on n'imaginait même pas l'existence, et donc dans la journée, parfois j'ai une photo comme ça qui arrive, ça me fait une petite respiration, j'avais envie de la partager. Voilà, après les arbres remarquables, les journalistes remarquables, les experts remarquables, les invités remarquables. Et maintenant, on va passer un peu de musique avant que Christophe ne parle, puisqu'il veut nous parler de musique. On va écouter Vanessa. Je pense que ces soignants sont encore plus éprouvés que... Parce que ça fait quand même des mois que ça dure. Ça fait des mois et on pense à vous très fort. Jamais assez. Et on veut vous dédier une chanson. Exactement. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Quand je suis seule que je peux... Alors Christophe Genisti, pourquoi avoir choisi les concerts de M chez lui à la maison? Parce que depuis le mois de mars, figurez-vous que M, qui est un grand artiste qu'on ne présente plus, a pris l'habitude de faire des sessions live tous les jeudis, de faire des petits concerts à partir de chez lui, de son studio personnel. C'est absolument remarquable, de qualité, à la fois visuelle, de qualité acoustique, de qualité sonore. C'est absolument remarquable et il a décidé d'en faire un coffret. C'est une très bonne idée de cadeau pour Noël. Ça s'appelle le grand petit concert à la maison. Il y a un coffret, il y a un vinyle, il y a des explications, etc. Et ça prouve que, voilà, c'est pas parce que les théâtres sont fermés qu'on peut pas aller au spectacle, qu'on peut pas aller au concert. Le compte Instagram de M est un compte absolument fantastique. Et voilà, et c'est une belle idée de cadeau. Très bien. Et Yellow Strap des Bruxellois ont fait à peu près la même chose, la même idée. Patrick Bruel aussi. C'est vraiment à la mode de prendre les sessions live et d'en faire des albums. C'est une très bonne idée. Merci à tous d'avoir participé aux experts. On se retrouve samedi prochain.